L'esprit peut être ta prison ou ton sanctuaire. Tu décides. Si tu n'apprends pas à le contrôler, il te traînera. Il te fera croire que l'extérieur a plus de pouvoir que toi, que la douleur commande, que le passé pèse plus que tes pas, que ce que les autres pensent compte plus que ta paix. Et non, c'est faux. C'est le piège. Nous vivons en croyant que la paix arrive quand tout se calme à l'extérieur, mais le monde ne se taira jamais. Il y aura toujours du bruit, des trahisons, des pertes, du chaos. La clé n'est pas que le monde change. La clé est que tu changes la façon dont tu affrontes le monde. C'est cela le stoïcisme. Ce n'est pas une théorie morte, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir avec force où tu mets ton attention, ton énergie, ton silence et ton feu. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une motivation bon marché. Je ne vais pas te dire de sourire quand tout brûle. Je vais t'apprendre comment rester ferme quand tout tremble en toi. Parce que personne ne viendra te donner la paix, personne ne peut te la promettre. C'est un choix quotidien, une bataille interne qui se gagne sans témoin. Et oui, tu vas devoir lâcher des choses qui font mal, des personnes qui confondent, des pensées qui te gênent. Mais tu vas aussi récupérer quelque chose de plus précieux, le contrôle. Chaque personne qui est apparue, chaque situation qui t'a brisé, chaque adieu, chaque silence, avait un but. Ce n'était pas un hasard, c'était un miroir, et tu décides si tu l'ignores ou si tu l'utilises pour te transformer. Cette vidéo est cela, une carte de 10 leçons qui vont te défier à regarder différemment, à penser différemment et à vivre avec plus d'intention. La question est, vas-tu continuer à survivre à ce qui se passe, ou vas-tu commencer à maîtriser ce qui se passe en toi? Reste. Parce que si quelque chose de tout cela t'a touché, alors tu es plus que prêt à commencer. 1. L'art de gouverner ton esprit avant qu'il ne te gouverne. Un esprit sans contrôle est comme un cheval sauvage qui court directement vers l'abîme. Il a de la force, oui. Il a de la vitesse, oui. Mais si tu ne lui mets pas des rênes, si tu ne prends pas le contrôle, il finit par tout détruire. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il peut te pousser vers ta meilleure version ou il peut te faire écraser contre tes pires habitudes. Le problème est que la plupart des gens ont peur de prendre les rênes. Ils préfèrent lâcher, laisser les pensées faire ce qu'elles veulent, laisser les émotions dicter la journée, laisser les réactions justifier leurs erreurs. Et ainsi, petit à petit, ils perdent le pouvoir sur eux-mêmes. C'est ici que tout commence. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Les opinions des autres, la pression sociale, la peur, la culpabilité, le passé, l'anxiété pour l'avenir. Tout le monde s'immisce si tu n'es pas présent. Parce qu'un esprit vide ne reste pas silencieux, il se remplit de déchets. Il n'y a pas d'espace neutre. Ou tu prends le contrôle, ou tu le cèdes à ton inconscience. Ce n'est pas un processus magique ni immédiat. Il s'agit d'une pratique quotidienne, d'une attention réelle, de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à remarquer comment tu penses, pourquoi tu réagis comme tu réagis, quelles voix internes tu écoutes. Ces voix ne sont souvent même pas les tiennes, ce sont des phrases qui sont restées gravées en toi depuis des années, des échecs non résolus, des critiques mal digérées. Il y a des gens qui vivent en réagissant tout le temps, qui explosent, regrettent, répètent, qui laissent une émotion momentanée détruire une vie entière, qui justifient leur comportement par des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas l'éviter ». Mais tu peux, tu ne t'es simplement pas entraîné, tu n'as pas appris à t'arrêter, tu n'as pas développé de muscle mental. Et comme tout muscle, cela demande des efforts. Personne ne devient fort du jour au lendemain. Commence par observer tes pensées. Ne pas te battre avec elles, mais ne pas non plus les embrasser toutes. Demande-toi d'où elles viennent, si elles t'aident, si elles te freinent, si elles te font agir comme la personne que tu veux vraiment être. Ensuite, entraîne la pause. Cette fraction de seconde entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet espace est de l'or pur. C'est là ta liberté. C'est là la différence entre répéter un ancien schéma ou en créer un nouveau. Il ne s'agit pas de perfection, mais de maîtrise.
Et maîtriser l'esprit n'est pas réprimer, c'est rediriger. Ce n'est pas taire tout ce que tu ressens, c'est te parler clairement quand tu en as le plus besoin. Quand le chaos se déchaîne à l'extérieur, la seule chose qui te soutient est ce que tu as construit à l'intérieur. C'est pourquoi commence maintenant. Parce que si ton esprit ne t'appartient pas, tu n'as rien. Sans contrôle interne, tout pouvoir externe est une illusion. Sans clarté mentale, chaque pas devient plus confus. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la confusion. Tu es ici pour te gouverner. Commence par l'intérieur, c'est là que commence la véritable force qui t'accompagnera. 2. La sérénité d'accepter ce qui n'a jamais été entre tes mains. S'accrocher à l'incontrôlable est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Plus tu serres, plus il te frappe fort. Tu t'épuises, tu te frustres, tu te brises. Et le pire, c'est que tu restes tout aussi vide. Parce que peu importe combien tu veux contrôler le cours de tout ce qui se passe à l'extérieur, la vérité est que tu ne l'as jamais contrôlé. Personne, décision, événement, perte, maladie, rejet. Ils ne te demandaient pas la permission, ils arrivaient simplement. Et tu réagissais comme si ta souffrance avait un quelconque pouvoir pour changer le résultat. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre les limites. C'est dire « cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas le porter ». C'est un acte d'intelligence, pas de faiblesse. Il y a ceux qui confondent l'acceptation avec la passivité, alors qu'en réalité, c'est ce qui te permet de concentrer ta force sur ce que tu peux vraiment transformer. Tandis que tu te bats avec ce qui s'est déjà passé, tu cesses d'agir sur ce que tu peux construire aujourd'hui. L'esprit s'épuise plus par ce qu'il essaie de contrôler que par ce qu'il affronte réellement. Penser 1000 fois la même chose, revivre des conversations, imaginer des scénarios qui ne se sont pas produits. Tout cela vole de l'énergie. Énergie que tu pourrais utiliser pour t'entraîner, grandir, prendre soin de toi ou guérir. Mais non, tu restes coincé à attendre que quelque chose qui ne dépend pas de toi se conforme à tes désirs. Et cela ne va pas arriver. Non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce n'est pas entre tes mains. Combien de fois as-tu essayé de changer quelqu'un qui ne voulait pas changer? Combien de fois as-tu espéré que le monde agisse comme tu agirais? Combien de fois as-tu souffert plus en résistant à la réalité qu'à cause de la réalité elle-même? C'est la racine du chaos interne. Non pas le fait, mais ton attachement à ce que tu crois qu'il aurait dû être. Lorsque tu lâches cette attente, ce qui reste, c'est la sérénité. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui s'est passé. Cela signifie que tu ne vas plus permettre que cela te détruise. Cela signifie que tu ne réagis plus à partir de la colère, mais à partir de la clarté, que tu choisis de bouger, d'avancer, de grandir, sans continuer à traîner le poids de l'immodifiable. Parce que continuer à regarder en arrière avec fureur ne change rien, mais regarder en avant avec conscience change tout. C'est une pratique quotidienne. Chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle, tu as deux options. Lutter contre un mur ou accepter le mur et chercher un autre chemin. Le premier épuise, le second libère. Et il ne s'agit pas de le faire une seule fois. Il s'agit de s'en souvenir à chaque situation qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. À chaque personne qui n'a pas agi comme tu le voulais, à chaque moment où le monde t'a dit non. C'est le test, et aussi l'opportunité. Le stoïcien ne nie pas ce qui se passe. Il observe, respire, accepte et répond. Parce qu'il sait que la sérénité n'arrive pas quand tout est parfait. Elle arrive quand il lâche l'illusion de contrôler ce qui n'a jamais été entre ses mains. C'est là qu'il le comprend. 3. Quand la douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître, la douleur est comme cet invité gênant qui arrive sans prévenir, s'installe où il veut et ne te laisse pas dormir. Au début, tu veux juste qu'il parte. Tu le rejettes, tu l'insultes, tu le caches. Mais quand tu arrêtes de te battre contre lui et que tu le confrontes les yeux ouverts, tu te rends compte qu'il est venu pour t'enseigner quelque chose. Non pas pour te punir, mais pour te former. Parce que personne ne sort d'une période difficile en étant le même. La douleur, lorsqu'elle est écoutée avec humilité, transforme. Beaucoup la voient comme une punition, un signe d'échec ou une raison d'abandonner.
Mais le stoïcien ne se demande pas « pourquoi cela m'arrive ?» Il se demande « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Parce que derrière la souffrance que tu n'as pas choisie, il y a une opportunité que tu peux choisir. Celle de te renforcer, celle de revenir à toi, celle de te reconstruire avec plus de clarté qu'avant. Le problème n'est pas de ressentir la douleur. Le problème est de rester à vivre dedans sans comprendre son message. La douleur émotionnelle ne se guérit pas en la cachant. Elle se guérit en la traversant, en la nommant, en la comprenant, en te permettant de la traiter sans la transformer en identité. Tu n'es pas ta blessure. Tu es celui qui décide quoi faire avec elle. Et si tu choisis de la transformer en élan plutôt qu'en excuse, tu commences à récupérer le pouvoir que la souffrance t'a enlevé. Chaque coup a une leçon si tu es prêt à regarder. Parfois, il t'apprend à poser des limites. D'autres fois, il te montre à qui tu ne dois pas revenir. Parfois, il te rappelle que tu te négligeais, que tu agissais à partir du vide, que tu avais besoin de t'arrêter. La douleur bien lue est clarté. Mais si tu l'ignores ou la réprimes, elle devient colère, rancœur, blocage. Et c'est là qu'elle devient dangereuse, parce qu'elle te déconnecte non seulement des autres, mais aussi de toi-même. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de comprendre sa fonction. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le messager. Et le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir, il te dit de ressentir avec courage, de te permettre de tomber, mais pas de rester en bas. D'utiliser ce qui t'est arrivé comme des briques pour construire quelque chose de plus fort en toi, pas comme des chaînes qui te maintiennent attaché à ce qui n'existe plus. Quand tu changes la façon dont tu te relates à la douleur, tu changes aussi la façon dont tu marches dans la vie. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu le confrontes. Tu ne réagis plus avec désespoir, tu réponds avec direction. Tu n'as plus besoin que tout soit facile. Tu as juste besoin que ce soit réel. Parce que tu sais que tout ce qui a de la valeur ne naît pas dans le confort. Certaines des meilleures versions de toi-même émergent après t'être brisé et t'être reconstruit. Et ainsi, la douleur cesse d'être une ombre pour devenir lumière. Elle cesse de te paralyser pour te stimuler. Elle cesse de te dominer pour devenir ton allié. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour éviter tout ce qui fait mal. Tu es venu pour le transformer en la force qui te rend imbattable. 4. Le piège invisible de la comparaison et comment s'en libérer. Te comparer aux autres, c'est comme courir un marathon en regardant du coin de l'œil la voie à côté. Tu te distrais, tu trébuches et tu finis par perdre le rythme. Peu importe ta force, si tu regardes sur le côté au lieu de te concentrer sur ton propre pas, tu finis par t'épuiser. La comparaison, c'est ça, une usure silencieuse qui t'empêche d'avancer en paix. Ce qui semble être de l'admiration est souvent de la frustration déguisée. Et ce qui semble être de la motivation est en réalité une pression auto-imposée. Tout le monde le fait. Regardez la vie des autres, les corps des autres, les réalisations des autres. Et à chaque coup d'œil, une exigence naît. Tu dois être plus, avoir plus, montrer plus. Mais personne ne se demande si ce que tu envies te correspond vraiment. Si ce chemin, cette vitesse, ce style de vie est pour toi. Il ne s'agit pas de renoncer à la croissance, mais d'arrêter de la mesurer avec des règles qui ne sont pas les tiennes. Parce que lorsque tu vis selon les normes de quelqu'un d'autre, même ton succès te semble étranger. La comparaison ne détruit pas seulement l'estime de soi. Elle te déconnecte. Elle t'empêche de voir clairement tes propres progrès. Elle te fait te sentir insuffisant même lorsque tu grandis. Elle te fait douter de ce que tu as déjà accompli, simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant toi ou de manière plus bruyante. Et c'est un piège, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de grandir. Il n'y a pas qu'une seule ligne d'arrivée. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu vas, mais si tu vas dans la direction que tu désires vraiment. Beaucoup se punissent parce qu'ils n'ont pas ce que les autres montrent. Mais ce que tu vois chez les autres, c'est une vitrine, pas toute l'histoire. Tu ne sais pas ce que ça a coûté, ce qui a été perdu, ce qui est fin. Te comparer, c'est comme regarder une photo retouchée et croire que c'est la vérité. Et vivre ainsi ne génère que de l'anxiété.
Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, avec quelque chose de différent, avec quelque chose qui semble meilleur. Si ta paix dépend de battre tout le monde, tu ne te reposeras jamais. Le stoïcisme enseigne à regarder en soi, à reconnaître ses propres progrès sans avoir besoin de rivaliser avec ceux des autres, à comprendre que ton seul véritable adversaire est la version de toi qui est restée stagnante. L'objectif est de te surpasser, pas de les surpasser, à faire silence, à observer tes progrès avec honnêteté, à être reconnaissant pour ce que tu as déjà tout en travaillant pour ce que tu désires. Te libérer de ce piège commence lorsque tu arrêtes de mesurer ta valeur avec une règle étrangère, lorsque tu choisis d'avancer même si personne ne le voit, lorsque tu reconnais que ton chemin est sacré précisément parce qu'il est à toi. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin d'engagement. Et tu n'as pas besoin de te démarquer de tous, tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Te comparer, c'est vivre en guerre. T'accepter, c'est commencer à construire. Pas à partir de l'ego, mais à partir de l'authenticité. Pas à partir de l'urgence, mais à partir de la clarté. La véritable liberté naît lorsque tu arrêtes de regarder sur le côté et que tu te concentres pleinement sur ton propre pas. C'est là que tout commence à avoir un sens dans ce que tu construis. 5. Lâcher avec amour, la force de laisser aller sans te perdre. Tenir quelque chose qui est déjà cassé est comme porter de l'eau dans les mains. Peu importe la force que tu y mets, elle s'échappe. Il en va de même pour les personnes, les étapes ou les situations qui ont déjà accompli leur cycle. Essayer de les retenir t'épuise. Lutter contre le détachement ne fait que te maintenir attaché à ce qui n'est plus vivant. Mais lâcher prise n'est pas renoncer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est comprendre que parfois, pour te préserver, tu as besoin de laisser aller ce qui ne te correspond pas. Cesser de s'accrocher avec amour ne signifie pas que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que tu as décidé de ne pas haïr, qu'au lieu de t'accrocher au ressentiment, tu choisis de conclure avec dignité, que tu n'as pas besoin de couler l'autre pour t'élever. Parce que lorsque tu traînes des culpabilités ou des histoires qui n'avancent plus, celui qui s'arrête le plus, c'est toi. Et ton énergie, qui pourrait être en train de construire quelque chose de nouveau, est consommée à revivre ce qui ne peut plus être changé. L'attachement est un piège émotionnel. Il te fait croire que sans cela tu ne peux pas, que si tu lâches, tu te retrouves vide, que si tu laisses aller, tu perds une partie de ton identité. Mais ce qui te définit n'est pas ce que tu conserves, mais ce que tu es capable de lâcher quand tu sais que cela n'ajoute plus rien. Et cela demande du courage. Parce que laisser aller n'est pas disparaître du jour au lendemain. C'est un processus interne. C'est d'abord lâcher prise dans l'esprit, puis dans le cœur, et ensuite dans les actes. Beaucoup confondent l'amour avec l'endurance. Mais aimer, c'est aussi savoir quand il est temps de fermer des cycles, de donner de l'espace, de se respecter soi-même. Tout ce qui commence bien ne finit pas toujours bien, et tout ce qui fait mal n'est pas destiné à rester. Quand tu choisis de rester là où tu ne grandis plus, tu commences à te trahir. Quand tu t'accroches à une histoire qui t'épuise déjà, tu arrêtes d'écrire celle qui t'attend. Lâcher avec amour, c'est remercier ce qui a été vécu sans permettre que ce qui a été vécu t'arrête. C'est dire, tu as fait partie de mon chemin, mais tu n'es pas mon destin. C'est libérer sans rancune. Et cela ne se fait pas à partir de la colère, mais à partir de la compréhension. Comprendre que tout ce qui entre dans ta vie a un but, mais que tout n'est pas destiné à rester. Certaines personnes sont des leçons, d'autres des impulsions, d'autres des épreuves. Et toutes, à un moment donné, font partie de ton évolution. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre de l'extérieur pour avoir la paix, à lâcher ce qui s'échappe sans que cela ne détruise ta stabilité, à comprendre que tout ce que tu perds n'est pas une véritable perte. Parfois, c'est de l'espace qui s'ouvre, c'est de la clarté qui arrive, c'est de la force qui se récupère. Quand tu lâches avec amour, tu te libères sans t'empoisonner. Et cela, c'est du pouvoir, parce que tu n'es plus attaché par nécessité, tu choisis à partir de la conscience. 6. Ton refuge intérieur,
le lieu sacré que personne ne peut te prendre. Vivre sans refuge intérieur, c'est comme marcher sous l'orage sans toit, sans abri, sans direction. Chaque critique devient un coup, chaque problème, une menace, chaque personne difficile, un voleur d'énergie. Tu n'as pas de protection, tout affecte, tout te bouleverse. Et le pire, c'est que tu t'habitues à vivre à la merci des éléments émotionnels, en pensant que cette vulnérabilité est normale. Mais ce n'est pas le cas. La véritable force naît lorsque tu construis en toi un espace auquel personne ne peut accéder sans ta permission. Ce refuge ne s'achète pas, ne s'improvise pas, ne se transmet pas. Il se crée avec de petites décisions quotidiennes, quand tu choisis de te respecter même lorsque les autres ne le font pas, quand tu décides de stopper le bruit extérieur et de vraiment t'écouter, quand tu commences à prendre soin de toi comme tu prenais soin de tout le monde, sauf de toi. Ce lieu se construit avec des actes, des limites, des pauses, de l'honnêteté. Il y a ceux qui vivent en attendant que quelqu'un d'autre leur donne ce refuge. Un partenaire, un ami, une famille, une figure extérieure qui les protège de tout. Mais quand le refuge dépend de quelqu'un d'autre, n'importe quelle absence le fait s'effondrer. Et là, tu te sens à nouveau perdu. C'est pourquoi le refuge le plus sûr est celui que tu construis à l'intérieur, celui qui ne dépend pas de l'humeur émotionnelle de personne, celui qui tient le coup même quand tout semble instable à l'extérieur. Le stoïcien comprend cela. C'est pourquoi il cultive son monde intérieur. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'approbation constante ni de validation extérieure. Parce que sa base est solide. Il ne vit pas en cherchant à échapper. Il vit en sachant qu'il a en lui tout ce dont il a besoin pour faire face à ce qui vient. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est en paix avec ce qu'il est, avec ce qu'il décide, avec ce qu'il ressent. Cet espace intérieur n'est pas de l'isolement, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est avoir un endroit où retourner quand le monde pousse, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les émotions menacent de déborder. Là, tu peux respirer, penser, comprendre. Et de là, tu peux agir avec sérénité, sans te laisser emporter par la tempête du moment. Construire ton refuge implique de renoncer à l'idée que tout doit s'adapter pour que tu te sentes bien. Cela implique de faire la paix avec ton histoire, tes erreurs, tes blessures. Cela implique de te regarder sans te juger, mais aussi sans te mentir. C'est un processus profond, mais nécessaire, parce que le jour où tout sera secoué, ce refuge sera la seule chose qui te maintiendra debout. Et il ne s'agit pas de t'enfermer, il s'agit de protéger ce qui a le plus de valeur, ton énergie, ton calme, ton focus. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans cet espace. Tout ce que tu entends ne mérite pas ta réponse. Tout ce qui se passe ne mérite pas ton angoisse. Savoir filtrer, savoir fermer, savoir prendre soin de toi, c'est la sagesse en action. Cet endroit en toi est ton plus grand trésor. Et si tu le renforces, rien ni personne ne pourra te briser complètement. Parce que peu importe ce que tu perds, si ton refuge intérieur est intact, tu auras toujours un endroit d'où recommencer. 7. Ce que disent les autres parle d'eux, pas de toi. La bouche d'autrui est comme un miroir brisé. Elle reflète, mais déforme. Elle parle, mais ne dit pas toujours la vérité. Et pourtant, beaucoup vivent en fonction de ce que ces voix projettent. Ils marchent avec peur d'être jugés, ils agissent en cherchant l'approbation, ils s'arrêtent chaque fois que quelqu'un donne son avis avec dureté, comme si la valeur personnelle était définie par l'écho que les autres font de vos décisions. Mais ce n'est pas le cas. Ce ne l'a jamais été. Ce que les autres disent de toi en dit plus sur eux que sur toi. Et si tu n'apprends pas à séparer cela, tu vas vivre prisonnier d'un reflet qui ne t'appartient même pas. La plupart des gens parlent à partir de leurs propres blessures, leurs frustrations, leur vision limitée du monde. Ils critiquent ce qu'ils ne comprennent pas, attaquent ce qui les dérange, minimisent ce qui les confronte. Si tu réussis, ils disent que tu as eu de la chance. Si tu échoues, ils disent que tu l'as mérité. Si tu t'éloignes, ils t'accusent d'être égoïste. Si tu restes, ils exigent plus de ce qu'ils donnent. Et au milieu de tout cela, c'est toi, essayant de t'adapter à une narration qui n'a jamais été la tienne. Vouloir plaire à tout le monde
est le chemin le plus rapide vers la perte d'identité. Parce que pour plaire à certains, tu vas devoir te trahir toi-même. Tu vas devoir te taire ce que tu penses, faire ce que tu ne veux pas, feindre ce que tu ne ressens pas. Et cela pèse. Apprendre à lâcher l'opinion d'autrui ne signifie pas devenir indifférent, cela signifie devenir libre. Cela signifie que tu peux écouter sans assumer, que tu peux recevoir une critique et te demander si elle est vraie sans la laisser te définir. Tout le monde n'a pas la capacité de te voir de manière complète. Certains ne verront que la partie qu'ils aiment souligner, d'autres projettent leurs insécurités sur toi. Certains voudront te voir petit pour ne pas se sentir moins. D'autres seront mal à l'aise avec ta croissance parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils n'ont pas osé faire. Et cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas ici pour porter les miroirs brisés de personne. Chaque fois que quelqu'un parle de toi, rappelle-toi de te demander « Cette voix me connaît-elle vraiment ? Cette opinion vient-elle du respect ou du jugement ? Cette critique me construit-elle ou me limite-t-elle ? Et si elle n'ajoute rien, ne l'emporte pas avec toi. Parce que ton esprit est un espace sacré, pas une décharge émotionnelle où n'importe qui peut venir déposer ses insécurités. Quand tu comprends cela, tu respires différemment. Tu arrêtes d'expliquer chaque pas. Tu arrêtes de justifier chaque changement. Tu arrêtes de chercher la permission d'être qui tu es. Parce que celui qui est en paix avec son essence n'a plus besoin d'approbation pour soutenir sa présence. Ce que disent les autres devient un bruit de fond, et ton focus, ta voix et ton chemin deviennent beaucoup plus clairs. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la maturité, c'est la liberté à son meilleur. 8. La simplicité comme porte vers la clarté et la paix. Accumuler sans sens est comme remplir un sac à dos pour traverser un désert. Ce qui semble utile au début devient rapidement un poids qui te ralentit. Tout ce que tu portes ne te sert pas. Tout ce que tu charges ne t'accompagne pas. Et cela s'applique aussi à ta vie. La société enseigne que plus c'est mieux. Plus d'objets, plus de plans, plus de stimuli, plus de buts. Mais derrière cette accumulation se cache souvent le bruit. Une façon d'éviter le silence, un déguisement de succès qui ne fait que masquer le désordre interne. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la concentration. C'est savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est apprendre à garder ce qui ajoute, sans craindre de lâcher ce qui est superflu. Nous vivons à une époque où la complexité est valorisée, l'immédiateté est recherchée et la simplicité est sous-estimée. Mais c'est justement dans la simplicité que réside le pouvoir, parce que la simplicité éclaire. Elle élimine l'excès, elle illumine ce qui compte. Le stoïcien ne cherche pas à vivre plein de choses, il cherche à vivre plein de sens. C'est pourquoi sa vie ne tourne pas autour du matériel, mais de l'essentiel. Il n'a pas besoin d'ornements pour se sentir complet. Il n'a pas besoin de prouver pour valider sa valeur. Il trouve dans le minimum suffisant. Et à partir de là, il vit avec une paix qui ne dépend pas de la reconnaissance externe, mais de la cohérence interne. La simplicité commence par une décision. Ce n'est pas avoir moins par obligation, mais par conscience. Ce n'est pas faire peu, mais faire ce qui est nécessaire. Ce n'est pas parler moins, c'est dire seulement ce qui compte. Ce n'est pas éliminer les émotions, c'est arrêter de dramatiser ce qui ne mérite pas tant d'énergie. C'est regarder ta journée et te demander ce qui apporte vraiment de la valeur, ce qui te connecte, ce qui t'élève, ce qui te centre. Et commencer à éliminer ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. Une vie simple n'est pas ennuyeuse, elle est stable. Et la stabilité émotionnelle n'est pas obtenue en accumulant des stimuli, mais en ordonnant des priorités. Lorsque tu choisis la simplicité, tu récupères du temps, de l'attention et de l'énergie. Tu arrêtes de te diviser entre 1000 choses. Tu arrêtes de courir sans savoir pourquoi. Tu arrêtes de consommer par anxiété. Tu commences à bouger avec plus d'intention, à penser avec plus de clarté, à agir avec plus de fermeté. Beaucoup craignent le vide que laisse la simplicité, mais ils ne comprennent pas que ce vide se transforme en espace.
Et cet espace est celui qui permet à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai, d'apparaître. Le bruit confond, la simplicité éclaire. Tu n'as pas besoin d'une vie pleine, tu as besoin d'une vie épanouie. Et pour cela, il faut souvent s'arrêter, regarder autour de soi et faire de la place. Non pas pour perdre, mais pour te retrouver. Parce que la paix ne se trouve pas parmi plus de choses, elle se trouve parmi moins de distractions, parmi moins de pression, parmi moins de dépendance. Et cela, bien que cela ne brille pas à l'extérieur, libère à l'intérieur. C'est la richesse qui ne se voit pas, mais se ressent. Et une fois que tu la connais, tu ne veux plus jamais vivre chargé. 9. Le pouvoir de se taire lorsque le bruit cherche à t'entraîner. Répondre à tout ce qui te provoque, c'est comme te jeter dans la boue chaque fois que quelqu'un te lance de la terre. Tu finis sale, épuisé, perdant le cap. Le silence, bien utilisé, n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Tout ne mérite pas ta voix, tout ne mérite pas ton énergie. Se taire n'est pas ignorer, c'est choisir dans quelle bataille il vaut la peine de dépenser des mots et dans lesquels il convient de garder la force. Parce que si chaque fois que quelqu'un te pousse, tu réagis, tu ne seras jamais en contrôle. Tu seras une marionnette émotionnelle manipulée par le bruit externe. Beaucoup croient que parler toujours est une forme de courage. Mais il y a plus de courage en celui qui peut regarder une provocation en face et ne pas céder. En celui qui écoute une offense et ne se décompose pas. En celui qui sait que parfois le silence en dit plus, parce qu'il ne cherche pas à gagner la discussion, il cherche à conserver la paix. Et ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Le monde est plein de bruit. Opinions, plaintes, critiques, cris déguisés en arguments. Et plus tu participes à ce bruit, plus tu te perds de toi. Parce que parler par impulsion est facile. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, de respirer, d'observer et de choisir si c'est vraiment nécessaire de dire quelque chose. Ou si peut-être cette fois, la chose la plus forte que tu peux faire est de te taire. Se taire ne signifie pas permettre des abus. Cela signifie reconnaître qu'en parler ne change rien, quand cela ne fait qu'alimenter un feu inutile. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas une explication, que tout le monde ne comprend pas ton langage, que tout le monde n'est pas prêt à écouter ce que tu as construit avec effort à l'intérieur de toi. Et alors, tu te réserves, non pas pour te cacher, mais pour te protéger. Le stoïcien valorise le silence comme un outil de pouvoir, non pas par orgueil, mais par concentration. Parce que quand tu sais que ta paix est plus importante que d'avoir raison, l'orgueil perd de sa force. Il y a des moments où le meilleur acte de force est de ne pas répondre, où le silence pose des limites plus claires que les mots, où regarder fermement et garder la voix montre plus d'équilibre que n'importe quel argument. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'intention. C'est un mur contre ce qui essaie de t'entraîner. C'est un bouclier contre ceux qui cherchent à te vider. C'est une déclaration que tu choisis comment agir, pas les autres. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit d'être stratégique, de comprendre que ton énergie est limitée, que tu ne peux pas combattre toutes les guerres, que tu ne peux pas corriger tous les mensonges, que tu n'as pas besoin de prouver qui tu es à celui qui a déjà décidé de ne pas te voir. Et là, à ce point, le silence devient ton meilleur allié. Se taire n'est pas céder, c'est se renforcer sans s'exposer, c'est regarder depuis le sommet comment le bruit essaie de t'atteindre et n'y parvient pas. Parce que ton centre est solide, parce que ta tranquillité n'est pas à vendre, parce que ta voix ne se prête pas au chaos. C'est là le véritable pouvoir, celui qui s'exerce sans crier, celui qui s'impose sans parler. 10. Passager dans le monde, timonier de ton âme. Vivre sans direction, c'est comme monter à bord d'un bateau sans gouvernail. Le vent décide, la marée pousse, et tu flottes simplement. Les jours passent, les années passent, et tu continues sans direction, espérant que quelque chose change de lui-même, que la vie t'emmène quelque part de mieux. Mais la vie ne guide pas, elle offre seulement des chemins.
Celui qui ne prend pas le contrôle finit par vivre selon le scénario des autres, pris dans un rythme qu'il n'a pas choisi et renonçant, sans le savoir, à sa propre voie. Tu es un passager dans ce monde. Le temps ne s'arrête pour personne. Les saisons changent, les gens vont et viennent, les circonstances se transforment. Mais au milieu de ce transit constant, tu as un endroit où tu peux décider. En toi se trouve le gouvernail. Ce centre qui, si tu le prends fermement, te permet de te déplacer avec clarté au milieu du chaos. Celui qui n'évite pas les tempêtes, mais qui t'empêche de sombrer en elles. Beaucoup se perdent parce qu'ils confondent le mouvement avec le sens. Ils restent occupés, pleins de plans, de bruit, d'obligations, mais ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils se lèvent sans but, agissent par inertie, réagissent au lieu de choisir. Et ainsi, la vie devient une répétition de jours vides, où l'âme s'éteint peu à peu sans que personne ne le remarque. L'âme ne s'impose pas avec force, elle se dirige avec sagesse. Et cette sagesse naît du silence, de la réflexion, du courage, de te remettre en question. Est-ce que je vis comme je le souhaite ou est-ce que je survis simplement ? Est-ce que je construis quelque chose de réel ou est-ce que je me contente de répondre aux attentes ? Suis-je sur le chemin que j'ai choisi ou sur celui qu'on m'a imposé ? Ces questions ne se répondent pas immédiatement, mais si tu les ignores, tu t'éloignes de toi-même un peu plus chaque jour. Être le timonier de ton âme, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est être prêt à chercher avec authenticité, à corriger le cap sans craindre le jugement, à avancer même si ça fait mal. C'est rester ferme quand les autres doutent. C'est écouter au-dessus du bruit. C'est reconnaître que tu ne contrôles pas la mer, mais bien comment tu décides de la naviguer. Le monde continuera à tourner avec ou sans ton permission, mais ton âme ne peut pas tourner sans ta direction. Tu ne peux pas vivre en attendant que le vent change. Le changement, c'est toi. La clarté commence lorsque tu prends le gouvernail avec décision, lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler le destin, mais bien la façon dont tu marches vers lui. Et dans ce choix, encore et encore, naît la véritable liberté. Celle qui ne s'impose pas, elle se conquiert. Celle qui ne s'hérite pas, elle se construit. Celle qui ne s'explique pas, elle se vit. Le visage peut se remplir de rides, mais l'esprit ne vieillit que lorsque tu décides d'abandonner. La jeunesse ne s'oxyde pas sur la peau, elle s'oxyde dans l'esprit de ceux qui vivent en portant des culpabilités, du stress et du conformisme. Le corps ne s'éteint pas avec les années, il s'éteint par manque de passion, par excès de bruit intérieur et par les batailles que tu n'oses jamais affronter. C'est la vérité que personne ne veut entendre. Tu ne te flétris pas parce que le calendrier avance, tu te flétris parce que tu as choisi de laisser la vie te passer dessus. Le monde insiste pour vendre des formules magiques, des crèmes miraculeuses et des chirurgies qui promettent d'arrêter le temps. Mais le temps ne s'arrête pas. Ce que tu peux arrêter, c'est la manière dont tu le laisses te détruire. La jeunesse n'est pas dans le fait de cacher les rides, elle est dans le calme d'un esprit ferme, dans la force d'un corps qui bouge, dans la discipline d'un esprit qui ne se laisse pas emporter par le chaos. Celui qui apprend à contrôler ses émotions, à prendre soin de son environnement, à se reposer avec un but, à lâcher les rancunes, à bouger le corps constamment et à se parler avec respect, celui-là ne vieillit pas, il se renforce. Et c'est ici que beaucoup s'effondrent. Ils pensent que vieillir est inévitable, alors qu'en réalité, ce qui vieillit ne sont pas les années, mais les habitudes qui t'asservissent. Ce n'est pas un message de consolation, ni un discours d'espoir vide. C'est un rappel cru et réaliste. Ta vitalité dépend de toi. Maintenir la jeunesse n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est un choix quotidien qui nécessite du courage, de la discipline et de la vérité. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas un ornement pour te sentir mieux. C'est un coup direct à la conscience. Ta jeunesse n'est pas dans ta peau, elle est dans la façon dont tu choisis de vivre. Le stress te vieillit, le calme te rajeunit,
Une rivière qui ne se repose jamais finit par déborder et détruire tout ce qu'elle touche. C'est ainsi que fonctionne le stress dans le corps. Il ronge en silence, use les nerfs, affaiblit le cœur et éteint le regard. L'erreur est de penser que c'est une partie inévitable de la vie moderne, comme si le porter était un prix que tout le monde doit payer. Mais le stress n'est pas neutre, il s'infiltre dans la peau, dans la posture, dans la voix, dans l'énergie. Chaque souci inutile devient une ride, chaque charge émotionnelle un poids qui rétrécit, chaque réaction impulsive une fissure de plus qui érode la vitalité. Les stoïciens comprenaient bien cette bataille. Bien qu'ils n'utilisaient pas le mot « stress », ils le reconnaissaient sous la forme de passions incontrôlées, de peurs paralysantes, de soucis pour ce qui ne dépend pas de nous. Épictète répétait que la liberté commence par distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Celui qui se concentre sur ce qu'il peut gérer vit avec sérénité, tandis que celui qui gaspille de l'énergie sur ce qui n'est pas entre ses mains se flétrit prématurément. Le stress est un ennemi invisible qui se nourrit de pensées. Il suffit de répéter encore et encore ce qui dérange, ce qui fait peur, ou ce qui ne peut pas être résolu pour que l'énergie commence à se dissiper. La science le confirme, des niveaux élevés de cortisol détériorent les cellules, affaiblissent le système immunitaire et accélèrent le vieillissement. Ce n'est pas une métaphore quand on dit que le stress tue lentement, c'est un fait. Chaque fois que tu te laisses emporter par la tempête mentale, tu donnes des années de vie à un ennemi qui n'est jamais rassasié. Le calme, en revanche, est un bouclier. Ce n'est pas de la passivité ni de la résignation, c'est du pouvoir réel. Quand tu choisis de respirer au lieu d'exploser, d'attendre au lieu de désespérer, de lâcher au lieu de retenir l'impossible, le corps répond. Les muscles se détendent, le cœur bat à un rythme régulier, la peau reflète l'oxygène et la fraîcheur. Le calme est un rajeunisseur naturel qui ne s'achète pas ni ne s'injecte, il se travaille. Chaque fois que tu choisis le silence face à la provocation, chaque fois que tu te concentres sur le présent, au lieu de te perdre dans des futurs imaginés, tu renforces la vitalité. L'erreur de beaucoup est de croire que le calme signifie faiblesse. En réalité, le calme est maîtrise. N'importe qui peut perdre le contrôle, n'importe qui peut crier ou se laisser emporter par la panique. Même le plus faible peut le faire. Mais celui qui parvient à la sérénité au milieu du chaos démontre une véritable force. Et cette force se traduit par la jeunesse. Le regard de quelqu'un au calme est différent. Il ne transmet pas la fatigue, il transmet la clarté. La voix ne tremble pas d'anxiété, elle communique la fermeté. Le corps ne se recroqueville pas sous la tension, il reste droit naturellement. Vivre avec calme n'est pas un cadeau qui apparaît de nulle part, c'est une décision quotidienne. Soit tu permets au monde de t'empoisonner avec des tensions, soit tu construis en toi un espace où rien d'extérieur n'a de pouvoir absolu. C'est ce que pratiquaient les stoïciens, le calme comme discipline, comme entraînement quotidien. Et c'est dans cet entraînement que réside la clé pour rajeunir, peu importe l'âge. Chaque jour où tu choisis la sérénité, tu éteins le feu interne du stress qui flétrit. Chaque jour où tu décides de répondre avec conscience au lieu de réagir automatiquement, tu allumes une étincelle qui rajeunit l'esprit et renforce le corps. C'est la dure vérité. La jeunesse n'est pas dans la peau, elle est dans le calme que tu choisis de cultiver. Parce que le stress te flétrit, mais la sérénité, exercée comme une vertu quotidienne, te redonne la force et l'éclat qu'aucune chirurgie. 2. Ton environnement peut t'éteindre ou te donner la vie. L'air pur donne de la force, l'air pollué rend malade. Il en va de même pour l'environnement. Ce que tu respires au quotidien n'entre pas toujours par les poumons. Tu l'absorbes aussi avec l'esprit et le cœur. Tu n'as pas besoin de regarder trop loin pour remarquer comment certains lieux et personnes éteignent l'enthousiasme, tandis que d'autres l'allument et le multiplient. La vitalité ne s'effondre pas d'un coup. Elle se draine lentement lorsque tu acceptes de vivre entouré de tensions, de paroles vides, de gens qui entravent plutôt que de stimuler.
L'environnement n'est pas un simple décor, il fait partie de ce qui façonne ton énergie et détermine si tu fleuris ou si tu te flétris avant l'heure. La jeunesse ne dépend pas seulement de ce que tu manges ou de combien tu fais de l'exercice, elle se construit aussi avec les environnements dans lesquels tu choisis de rester. Être près de ceux qui critiquent constamment, de ceux qui vivent dans la plainte et transmettent le découragement, c'est permettre à ton esprit de respirer de l'air empoisonné. Tôt ou tard, ce poison se reflète dans la posture, dans la voix, dans l'éclat du regard. Le corps accuse le poids de l'extérieur et l'âme devient plus vieille que les années qu'elle porte réellement. Les stoïciens connaissaient l'importance de choisir avec soin les influences externes. Sénèque prévenait que la compagnie façonne le caractère et que si tu passes trop de temps avec ceux qui ne cherchent pas la vertu, tu finiras par être contaminé par leurs défauts. Ce n'est pas une exagération, ni un élitisme, c'est une simple réalité. Personne ne reste immunisé contre l'environnement qu'il respire. Tout comme un jardin ne peut pas pousser au milieu des déchets, ta vitalité ne peut pas se maintenir au milieu de conversations vides, d'environnements toxiques ou de relations qui drainent plus qu'elles n'offrent. L'environnement peut agir comme une étincelle ou comme un extincteur. Il suffit d'observer la différence. Après avoir parlé avec quelqu'un qui vit avec passion et énergie, tu ressors revigoré, avec l'envie de bouger, de créer, de vivre. En revanche, après avoir partagé du temps avec quelqu'un qui ne fait que se plaindre, qui critique sans proposer, qui transmet le pessimisme, l'énergie chute, le corps pèse et même les pensées se brouillent. Cette différence montre que l'environnement n'est jamais neutre. Il te donne la vie ou il te vole ta vitalité. La vérité inconfortable est que si tu ne choisis pas ton environnement te choisit. Et la jeunesse, comprise comme énergie et fraîcheur intérieure, ne se maintient pas dans des lieux qui intoxiquent. Tu as besoin du courage de poser des limites, de couper les liens avec ceux qui ne font que soustraire, de sortir des espaces qui te consument en silence. La vitalité se défend aussi par des décisions drastiques. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes habitudes internes si l'extérieur est empoisonné. Même ce que tu consommes comme information fait partie de ton environnement. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu vois tous les jours nourrit ou intoxique l'esprit. Ce n'est pas un hasard si le calme et la clarté se flétrissent lorsque tu es entouré de bruit constant. Ton esprit respire aussi, et il le fait à travers les stimuli que tu choisis d'accepter. Rester jeune signifie prendre soin de l'air dans lequel tu vis. Tu ne peux pas rajeunir si tu restes dans des lieux qui étouffent ton énergie, ni si tu acceptes des compagnies qui t'éteignent petit à petit. Le véritable secret est de choisir consciemment qui entre dans ta vie, quels environnements tu permets et quelle voix tu décides d'écouter. Parce qu'au final, la vitalité est comme le feu, elle a besoin d'oxygène. Et si ton environnement ne le fournit pas, la seule chose qu'il fera sera d'éteindre ta lumière. 3. Le repos profond est la véritable source de vitalité. La machine la plus puissante du monde se détruit lorsqu'elle ne s'éteint jamais. Il en va de même pour le corps et l'esprit. Sans véritable repos, ils commencent à se briser de l'intérieur, même s'ils continuent à fonctionner en apparence. L'erreur de beaucoup est de confondre dormir avec se reposer. Passer des heures au lit ne signifie pas que l'esprit a été renouvelé. La véritable jeunesse repose sur ce sommeil profond qui nettoie, répare et redonne de la force à l'organisme. Sans lui, aucun régime, aucun exercice, aucun supplément ne peut vous sauver de l'usure silencieuse qui vieillit prématurément. Le repos n'est pas un luxe, c'est un pilier biologique et spirituel. Le cerveau se régénère pendant le sommeil, élimine les toxines, consolide la mémoire et régule les émotions. Lorsque vous dormez mal, vous n'êtes pas seulement fatigué, vous êtes plus irritable, plus vulnérable et plus faible. Le corps reflète ce manque, la peau perd de son éclat. Les muscles ne se rétablissent pas, le système immunitaire baisse sa défense. C'est comme prétendre courir un marathon avec le réservoir vide. Vous pouvez tromper les autres avec de l'énergie artificielle pendant un certain temps, mais la facture arrive et le prix est toujours élevé.
Les stoïciens ne parlaient pas de cycle de sommeil comme le fait la science moderne, mais ils comprenaient l'importance de l'équilibre. Marc Aurèle écrivait sur le fait de se lever avec un but, comprenant que le repos avait un but, restaurer la force pour servir ce qui compte vraiment. Cette mentalité montre que dormir n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans la renaissance du corps et de l'esprit. Chaque nuit où vous décidez d'éteindre les distractions, de vous déconnecter du bruit et de vous abandonner à un sommeil profond, vous rajeunissez plus que ce que n'importe quel cosmétique pourrait promettre. Le problème actuel est l'obsession de la productivité. Beaucoup se vantent de dormir peu, comme si c'était un signe de succès. Ce qu'ils démontrent en réalité, c'est de la négligence. L'excès d'activité vole la vie parce qu'il empêche le corps de se réparer. Ne pas bien se reposer est un acte de violence contre soi-même. Un esprit qui ne trouve jamais de pause s'épuise, et avec lui s'éteint l'éclat qui donne la jeunesse. Le repos profond n'est pas seulement fermer les yeux, c'est aussi le calme mental préalable. Dormir avec des pensées chargées de rancœur, d'anxiété ou de soucis, c'est comme essayer de guérir au milieu d'une tempête. Vous devez apprendre à lâcher prise avant de dormir, à laisser la journée se terminer dans votre esprit pour que le corps puisse récupérer ce qui a été perdu. Cette pratique stoïcienne de revoir la journée, de pardonner ce qui est nécessaire et de lâcher ce qui ne dépend pas de vous, est un remède pour l'âme et pour le corps. La vitalité se construit pendant les heures silencieuses de la nuit. Chaque sommeil profond est une renaissance invisible qui renforce votre énergie, rajeunit votre visage et renouvelle votre esprit. Si vous voulez rester jeune au-delà de l'âge, protégez votre repos comme vous protégez votre vie, car c'est en réalité ce que vous faites. 4. Lâcher les rancunes allège l'âme et rafraîchit le visage. Porter des rancunes ressemble à remplir un sac à dos de pierre et à le porter tous les jours, sans repos. Au début, tu penses que tu peux le supporter, que le poids n'est pas si lourd, que tu t'y habitueras avec le temps. Mais à chaque pas, les épaules se voûtent, le dos s'use et l'énergie diminue. C'est ainsi que fonctionne le ressentiment. Un fardeau silencieux qui consomme la vitalité, qui vole la fraîcheur et qui vieillit plus vite que les années. Le plus cruel est que pendant que tu le tiens, tu crois qu'il te protège, alors qu'en réalité, il te détruit de l'intérieur. La rancune est un poison lent. On ne le voit pas, mais on le ressent dans la tension constante du corps, dans la mâchoire serrée, dans la respiration lourde, dans le regard dur qui semble toujours en alerte. Chaque souvenir amer que tu choisis de nourrir devient une ride. Chaque pensée de vengeance laisse une ombre sur le visage. La jeunesse ne se perd pas seulement avec le passage du temps. Elle se perd aussi en gardant des blessures ouvertes que tu ne laisses jamais cicatriser. Il n'existe pas de chirurgie ni de cosmétique capable d'effacer la trace d'une âme durcie par l'amertume. Les stoïciens le savaient bien. Épictète enseignait que ce qui nous blesse ne sont pas les faits, mais la façon dont nous les interprétons. S'accrocher à la douleur d'hier, c'est comme la revivre encore et encore, en donnant ton présent à un fantôme du passé. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui s'est passé, ni exonérer l'autre de sa responsabilité. Cela signifie se libérer, lâcher la chaîne que tu tiens toi-même. Celui qui refuse de pardonner n'enferme pas l'autre, il s'enferme lui-même. Celui qui lâche, en revanche, récupère de l'espace intérieur, gagne en légèreté et retrouve sa fraîcheur. La rancune vieillit parce qu'elle vole la joie. Une personne rancunière peut être entourée de bons moments, mais elle ne les apprécie jamais pleinement. Son attention est fixée sur ce qu'elle a perdu, sur ce qu'elle a souffert, sur ce qui n'a pas été résolu. Cette fixation draine l'énergie, transforme chaque jour en une répétition du passé. L'âme se durcit, et avec elle, le corps. En revanche, celui qui lâche retrouve la capacité d'émerveillement, de joie authentique. On le voit dans le regard plus ouvert, dans le sourire plus spontané, dans le visage plus serein. Ce changement ne s'obtient pas avec des masques externes, il naît de l'intérieur. Le pardon donc est un acte d'auto-soin. On ne le fait pas pour l'autre personne, on le fait pour soi-même. C'est dire au corps et à l'âme:
Je ne vais plus porter ce qui est déjà passé. Quelqu'un qui se libère des rancunes ne rajeunit pas seulement en esprit, mais aussi en apparence. La fraîcheur qu'il transmet est réelle, car il ne traîne plus de chaînes invisibles. Il se déplace plus légèrement, respire plus calmement, transmet la paix au lieu de la tension. La science soutient ce que l'ancienne sagesse pressentait. Des recherches démontrent que les personnes qui pratiquent le pardon réduisent leur pression artérielle, renforcent leur système immunitaire et dorment mieux. Le repos profond revient parce que l'esprit ne reste plus coincé dans des discussions imaginaires en fermant les yeux. Le corps en est reconnaissant. La peau semble plus saine, le cœur bat avec plus de stabilité. L'énergie circule avec plus de force. C'est une preuve claire que lâcher les ressentiments n'est pas seulement un acte spirituel, c'est aussi une médecine physique. La vérité agressive est celle-ci. Si tu refuses de pardonner, tu vieillis avant l'heure. Non pas parce que la vie t'a frappé, mais parce que tu continues à répéter ce coup dans ton esprit. Personne ne peut rester jeune en portant de la haine, mais celui qui a le courage de lâcher rajeunit immédiatement, parce qu'il libère l'âme et laisse le corps s'exprimer sans chaîne. Lâcher les rancunes est une décision que l'on prend tous les jours. Ce n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus lui donner de pouvoir. 5. Le corps immobile se fane, le corps actif fleurit, l'eau stagnante finit par pourrir, accumulant de la saleté jusqu'à perdre toute sa fraîcheur. Le corps humain fonctionne de la même manière. S'il reste immobile, il se fane, perd de sa vigueur, s'éteint lentement. La vitalité ne se conserve pas dans un repos perpétuel, elle se conserve dans le mouvement. Chaque muscle, chaque articulation, chaque organe a besoin d'activité pour rester en vie. L'erreur est de penser que la sédentarité est du repos, alors qu'en réalité, c'est un déclin déguisé. Un corps immobile vieillit prématurément, non pas à cause des années qu'il porte, mais à cause du manque d'action qui l'oxygène. La jeunesse n'est pas dans l'absence de rides, elle est dans la façon dont le corps répond à l'effort. Une démarche ferme, une posture droite, une respiration profonde reflètent plus de vitalité que n'importe quel traitement esthétique. Le mouvement est le langage de la vie. Celui qui marche avec énergie démontre une fraîcheur intérieure, tandis que celui qui reste coincé dans l'inertie transmet de la fatigue, même s'il est encore jeune. La différence entre fleurir et se faner réside dans la façon dont tu choisis de bouger ton corps chaque jour. Les stoïciens comprenaient la valeur de la discipline physique. Marc Aurèle se souvenait que l'esprit a besoin d'un corps fort pour se soutenir et que prendre soin de son corps est un devoir, pas un luxe. Il ne s'agit pas de culte de l'apparence, mais de respect de la machine qui soutient ton esprit. La sédentarité affaiblit la volonté, car elle enseigne à se rendre au moindre effort. En revanche, l'activité constante renforce à la fois le corps et le caractère. Se lever pour s'entraîner même sans envie est un acte de maîtrise qui rajeunit plus que n'importe quelle routine superficielle. La science le confirme, l'inactivité détériore les os, les muscles et le cœur. Elle augmente le risque de maladie et accélère le vieillissement cellulaire. D'un autre côté, le mouvement régulier active la circulation, oxygène le sang, stimule l'esprit et prolonge la vie. Il n'est pas exagéré de dire que l'exercice est une source de jeunesse. Chaque goutte de sueur est un rappel que le corps est vivant, qu'il peut se renouveler grâce à l'effort. Le problème de beaucoup est qu'ils confondent confort et bien-être. Passer des heures assis devant un écran, ne bouger que le strict nécessaire pour survivre, peut sembler normal dans la routine moderne. Mais c'est un suicide lent. Le corps immobile devient plus fragile, plus maladroit, plus lourd. Et avec lui, l'esprit s'émousse. Celui qui ne bouge pas perd en agilité mentale, en capacité de réponse, en étincelle qui reflète la vitalité. Le corps et l'esprit sont inséparables, l'un se fane avec l'autre. Le mouvement ne signifie pas nécessairement des entraînements extrêmes ou des exploits sportifs. Il signifie une discipline quotidienne. Marcher avec un but, étirer les muscles, garder le corps actif même si la journée est lourde. Chaque décision de bouger est une affirmation de vie.
Chaque pas que tu choisis de faire au lieu de rester assis est une victoire contre l'usure. Le corps fleurit quand tu l'utilises, quand tu le défies, quand tu le maintiens en action. Le mouvement a également un impact direct sur les émotions. L'exercice libère les tensions, réduit le stress et élève l'humeur. Il est impossible de rester jeune si l'esprit est éteint, et rien n'allume plus que d'activer le corps. La passion, l'énergie et la clarté mentale surgissent après l'avoir bougé, pas avant. C'est pourquoi il est une erreur d'attendre la motivation pour commencer. C'est l'action qui réveille l'esprit, pas la paresse. La vérité est simple et agressive. Si tu ne bouges pas ton corps, tu le tues en silence. 6. La passion ardente maintient ton énergie vive. Un feu ne se flétrit pas avec les années. Il s'éteint uniquement lorsqu'il cesse de recevoir de l'oxygène. Il en va de même pour l'esprit humain. La véritable jeunesse ne meurt pas avec le temps. Elle s'éteint quand on perd l'étincelle qui nous pousse à vivre avec force. Cette flamme interne est ce qui maintient la vitalité, ce qui donne de l'éclat au regard et de la fermeté au pas. Sans passion, le corps devient lourd, la routine devient grise et la vie se transforme en une simple formalité. Beaucoup pensent que la passion est une exagération, un désordre ou un enthousiasme momentané. Mais la véritable passion est autre chose. C'est une direction, c'est une énergie soutenue, c'est le moteur qui donne un sens aux heures. Celui qui vit avec passion ne gaspille pas ses jours en trivialité, car il a toujours une raison qui le pousse en avant. Au contraire, celui qui se résigne à vivre sans feu intérieur commence à vieillir de l'intérieur, même s'il conserve encore sa jeunesse à l'extérieur. Le vide tue plus vite que les années. Pour les stoïciens, la passion n'était pas confondue avec un excès incontrôlé, mais avec une force bien orientée vers l'essentiel. Marc Aurèle écrivait que chaque matin, il devait se rappeler sa mission d'être humain, d'agir avec dignité et but. C'est la forme la plus claire de passion, se lever en sachant que la journée n'est pas une condamnation, mais une opportunité de pratiquer la vertu et la discipline. Un cœur enflammé transforme n'importe quelle tâche, même la plus petite, en un acte de vitalité. La science renforce cette vision. Des études montrent que ceux qui maintiennent des projets qui les enthousiasment, des objectifs qui les motivent et des activités qui les inspirent, non seulement vivent plus longtemps, mais le font aussi avec une meilleure santé physique et mentale. Le cerveau libère de la dopamine et de la sérotonine lorsqu'il se connecte à quelque chose qui suscite un intérêt authentique, et ces substances sont une nourriture directe pour la vitalité. Il suffit d'observer comment le visage de quelqu'un change lorsqu'il parle de ce qu'il aime. Les yeux brillent, la posture s'élève, la voix acquiert de l'énergie. Ce rajeunissement n'est pas dû à la génétique, mais à la passion. Renoncer à ce qui enflamme l'esprit est comme laisser le feu se consumer jusqu'à être réduit en cendres. Chaque rêve abandonné, chaque intérêt réprimé, chaque désir réprimé est un seau d'eau qui éteint la flamme. Et lorsque cette étincelle disparaît, la routine prend le contrôle, la fatigue devient permanente et le visage reflète le poids de la résignation. Personne ne peut rester jeune sans une raison qui l'enflamme de l'intérieur. Il ne s'agit pas toujours de grands projets ou de gestes héroïques. La passion peut aussi habiter dans la simplicité, cultiver un talent, s'engager dans une cause, perfectionner un métier, prendre soin d'un lien précieux. Ce qui importe, ce n'est pas la taille de la flamme, mais qu'elle continue de brûler. Tant qu'il y a une raison de se lever avec détermination, tant qu'il y a quelque chose qui brise la monotonie et active le désir de continuer, la jeunesse reste intacte. Un esprit passionné et contagieux. L'énergie que transmet quelqu'un qui vit enflammé est impossible à ignorer. Il n'est pas nécessaire d'expliquer, on le perçoit dans sa façon de parler, dans l'intensité de ses gestes, dans la clarté de ses décisions. Cette vibration vitale rajeunit non seulement celui qui la porte, mais inspire aussi ceux qui l'entourent. La passion, en ce sens, est une force expansive. Elle maintient ton énergie vive et multiplie celle des autres. La vérité est dure, mais claire.
Tu ne vieillis pas avec les calendriers, tu vieillis quand tu cesses de rêver, de lutter, de désirer avec intensité. Chaque fois que tu renonces à ce que tu aimes, tu perds des années de vie. 7. La productivité excessive épuise, l'équilibre restaure. Une corde tendue peut résister longtemps, mais si elle ne se relâche jamais, elle finit par se rompre. C'est ce qui arrive à ceux qui vivent obsédés par la production, par la performance, par la démonstration de valeur, à travers des réalisations constantes. Ils pensent que plus ils font, plus ils seront épanouis, sans se rendre compte qu'ils brûlent leur énergie vitale à un rythme que le corps et l'esprit ne peuvent soutenir. La productivité sans pause vieillit, non pas parce que travailler est mauvais, mais parce que confondre la valeur personnelle avec la quantité de résultats est un piège qui épuise de l'intérieur et de l'extérieur. Le monde moderne pousse vers cette obsession. On célèbre celui qui dort peu, celui qui est toujours occupé, celui qui ne se repose jamais. On confond mouvement avec progrès. On confond être rempli d'activité avec vivre une vie significative. Ce qu'on ne dit pas, c'est le prix. Un visage fatigué, un esprit vide, un corps qui accumule la tension jusqu'à tomber malade. La productivité excessive ne construit pas la vitalité, elle la dévore. Personne ne rajeunit avec des journées interminables ni avec des agendas sans répit. La jeunesse se maintient avec l'équilibre, pas avec l'épuisement. Les stoïciens comprenaient la valeur de la mesure. Pour eux, la vertu résidait dans la tempérance. Savoir quand agir avec force et quand s'arrêter pour retrouver la clarté. Sénèque avertissait que la vie n'est pas courte, mais que nous la gaspillons en choses inutiles. Cette réflexion montre que faire trop n'est pas toujours vivre plus, c'est souvent vivre moins. Celui qui remplit chaque minute d'activité perd la capacité d'être présent, et sans présence, il n'y a pas de véritable vitalité. La science est d'accord. Le stress chronique résultant de la surcharge de tâches accélère le vieillissement cellulaire, affaiblit le système immunitaire et détériore la santé mentale. Dormir peu, ne pas prendre de pause, vivre sous une pression constante active des mécanismes dans le corps qui l'usent comme s'il vieillissait d'un coup. Ce n'est pas un discours philosophique, c'est de la biologie pure. Celui qui ne s'arrête jamais se brise avant l'heure. L'équilibre, en revanche, rajeunit. Il ne signifie pas paresse ni manque de discipline, il signifie reconnaître que le corps a besoin de repos, que l'esprit a besoin de silence, que l'esprit a besoin d'espace de calme pour maintenir sa fraîcheur. Équilibrer n'est pas faire moins, c'est faire avec intention, c'est prioriser l'essentiel, c'est travailler avec concentration et ensuite s'arrêter avec la même fermeté pour récupérer de l'énergie. Le repos bien utilisé n'est pas du temps perdu, c'est un investissement en vitalité. Beaucoup pensent que s'arrêter est un signe de faiblesse. En réalité, c'est un signe de force et de maîtrise. N'importe qui peut se remplir d'occupations, n'importe qui peut tomber dans le piège de se sentir précieux seulement en faisant plus. Mais seul celui qui a le contrôle de lui-même sait quand dire stop. Cette maîtrise rajeunit parce qu'elle redonne du pouvoir à l'esprit. L'équilibre n'est pas passivité, c'est stratégie. Celui qui le pratique ne vieillit pas avant l'heure parce qu'il sait gérer ses ressources. La vérité est claire et percutante. L'obsession de la productivité ne te rend pas plus grand, elle t'épuise jusqu'à te rendre petit. La jeunesse ne se conserve pas dans la hâte ni dans la surcharge, elle se conserve dans la juste mesure, dans l'équilibre entre l'effort et la récupération. Chaque pause consciente est une dose de fraîcheur pour l'esprit, chaque moment de repos réel est un rappel que tu travailles pour vivre, tu ne vis pas pour travailler. Si tu veux maintenir ta vitalité au-delà de l'âge, apprends à équilibrer. 8. La façon dont tu te parles définit ta présence. Réfléchis à ceci, tu peux bien t'habiller, dégager de la confiance et sourire face au monde. Mais si ta voix intérieure est hostile, tôt ou tard, cette hostilité se filtrera dans ta présence. La façon dont tu te parles est le moule silencieux qui construit ta manière d'être face aux autres. Chaque mot répété dans ton esprit est un coup ou un élan.
et il n'y a pas de ride plus marquée que celle laissée par le mépris de soi. Le dialogue interne est une arme à double tranchant. Il peut te relever quand personne d'autre ne le fait, ou il peut te couler même dans tes meilleurs moments. Celui qui se dit « je ne peux pas, je ne vaux rien, il est trop tard pour moi », accélère son vieillissement émotionnel et physique. Ces phrases pèsent comme des chaînes invisibles qui courbent le dos, éteignent le regard et fanent l'énergie. La détérioration commence à l'intérieur, et ce qui se passe dans l'esprit trouve toujours un moyen de se montrer dans le corps. Les stoïciens étaient conscients du pouvoir des mots dirigés vers soi-même. Épictète enseignait que nous ne sommes pas blessés par les faits, mais par l'interprétation que nous en faisons. Si tu interprètes ta vie à travers des phrases de défaite, ton esprit se contracte. En revanche, si tu choisis de te parler avec clarté, discipline et respect, ta présence s'élargit. La jeunesse se conserve non seulement dans la façon dont tu te déplaces ou dont tu te reposes, mais aussi dans la façon dont tu te traites quand personne d'autre n'écoute. La façon dont tu te parles définit ton énergie. Celui qui se répète constamment qu'il est faible commence à agir en conséquence. Celui qui se dit qu'il est fini commence à vivre avec un visage éteint et les épaules tombantes. Mais celui qui se rappelle chaque jour qu'il a encore du chemin à parcourir, qu'il est encore capable de résister et de grandir, projette de la vitalité. Cette conviction se voit dans le regard ferme, dans le pas décidé et dans la sérénité de sa voix. La science le confirme également. Le cerveau ne distingue pas entre une menace externe et une menace interne. Lorsque tu te parles avec une dureté destructrice, le corps réagit comme s'il était sous attaque. Le cortisol augmente, la tension monte, la capacité de régénération diminue. En d'autres termes, te maltraiter avec des mots vieillit. En revanche, un dialogue interne constructif active des neurotransmetteurs qui améliorent l'humeur, renforcent le système immunitaire et prolongent la vitalité. Beaucoup confondent le respect de soi avec la complaisance. Te parler avec respect ne signifie pas t'excuser ou te mentir, cela signifie avoir la fermeté de te corriger sans te détruire. Tu peux te dire « ce que j'ai fait n'était pas le meilleur, mais je peux le faire différemment », au lieu de répéter « je suis un échec ». La différence semble petite, mais elle transforme ta présence. Le premier corrige et renforce, le second affaiblit et flétrit. Réfléchis à quelqu'un qui dégage de la confiance sans avoir besoin de mots. Ce n'est pas seulement à cause de la façon dont il s'habille ou se déplace, c'est parce que son dialogue interne le soutient. Une personne qui se parle avec respect reflète la dignité dans la façon de regarder, dans la manière de s'asseoir, dans le calme de sa voix. Cette présence rajeunit, car elle n'est pas marquée par le poids du mépris, mais par la force de l'autocompréhension. La vérité est claire. Personne ne reste jeune s'il est en guerre avec son propre esprit. La détérioration la plus rapide ne vient pas du calendrier, elle vient du poison des maux internes. Te parler comme un ennemi t'épuise, te parler comme un guide te renouvelle. La façon dont tu choisis de te traiter en silence est celle qui définit comment les autres te perçoivent. Et cette perception peut être celle de quelqu'un qui est flétri de l'intérieur ou celle de quelqu'un qui transmet de la force et de la vitalité au-delà des années que tu connais. Miroir brisé. C'est ainsi que tu vis lorsque tu n'as pas le contrôle de ta vie. Tu regardes les morceaux dispersés et chaque reflet te renvoie une version différente de toi-même. L'un dominé par la colère, l'autre esclave de l'opinion d'autrui, un autre piégé par ce qu'il ne peut pas lâcher. Et là, au milieu de ces fragments, tu te rends compte que la seule chose que tu ne vois pas clairement, c'est toi-même. Reprendre le contrôle ne consiste pas à collectionner de jolies phrases ni à feindre le calme. Il s'agit d'arracher avec tes mains les chaînes invisibles qui te lient à la réaction automatique, à la peur déguisée en prudence, à l'habitude de porter ceux qui ne veulent pas se sauver. Le stoïcisme n'est pas un ornement intellectuel, c'est un entraînement brutal et quotidien. Et celui qui ne le comprend pas restera un reflet brisé, attendant que quelqu'un d'autre le reconstruise. Ce que nous allons parcourir ici ne sont pas des théories abstraites, mais des armes pratiques que tu peux utiliser dans ta vie quotidienne. Parce que la véritable force ne se démontre pas en accumulant des objets,
en criant plus fort ou en réagissant à tout ce qui te provoque. La véritable force réside dans le silence stratégique, dans la discipline mentale, dans le fait de savoir lâcher ce qui n'ajoute rien et de protéger avec ongles et dents ta paix intérieure. Je ne vais pas adoucir le chemin. Cela exige de la discipline, du courage et que tu te confrontes une fois pour toutes à ce que tu es et à ce que tu as permis d'être. Chaque leçon que tu entendras est un coup direct à l'ego, un rappel que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, mais dans ta façon de répondre au chaos. Reste jusqu'à la fin. Parce que si tu réussis à traverser ce parcours, tu ressortiras avec plus que des mots. Tu ressortiras avec des raisons stoïciennes pour arrêter de vivre comme une victime et commencer à marcher avec la clarté de celui qui sait que le contrôle ne se demande pas, il se prend. 1. Entraîne ton esprit chaque matin avant de faire face au monde. L'esprit est comme un champ de bataille à l'aube. À peine ouvres-tu les yeux, des armées de pensées, d'inquiétudes et de voix extérieures tentent d'envahir ton territoire. Si tu ne te prépares pas, si tu n'entraînes pas ton esprit avant de sortir, tu finis par rendre les armes sans combattre. Celui qui commence la journée sans direction devient un soldat sans bouclier, facile à emporter par la première émotion, par la première provocation, par le premier problème qui se présente sur son chemin. Le stoïcisme enseigne que la force n'apparaît pas au milieu du chaos, mais qu'elle se cultive à l'avance. Si tu veux résister aux tempêtes de la vie, tu ne peux pas attendre que la première goutte tombe pour construire ton abri. Chaque matin est une occasion de renforcer les murs internes qui te protègent. Et il ne s'agit pas de rituels compliqués, il s'agit de discipline et d'intention. Quand tu entraînes ton esprit au début de la journée, tu établis immédiatement qui commande, toi ou le désordre de la vie. Consacrer quelques minutes au silence, à la réflexion ou à l'écriture n'est pas une perte de temps. C'est un investissement en clarté, parce que lorsque l'esprit est entraîné, tu ne réagis pas comme un animal acculé, tu agis comme un stratège qui a déjà prévu la bataille. Pense à la différence entre quelqu'un qui se réveille et allume immédiatement son téléphone, laissant le monde le bombarder de notifications, de nouvelles et de comparaisons, par rapport à celui qui prend un moment pour organiser son esprit. Le premier donne sa paix avant le petit déjeuner, le second devient le maître de sa propre journée. Entraîner l'esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité si tu ne veux pas vivre comme un esclave des circonstances. Les stoïciens répétaient une pratique simple, au réveil, anticiper les obstacles de la journée. Imagine ce qui peut mal tourner, ce qui peut t'irriter, ce qui peut te tenter de réagir avec faiblesse. En faisant cela, tu ne cherches pas le pessimisme, tu cherches la force. Lorsque l'adversité apparaît, elle ne te surprend plus, parce que ton esprit l'attendait et ton esprit est prêt à y résister. Cet entraînement exige aussi de l'honnêteté. Demande-toi chaque matin, quelles émotions essaie-je de maîtriser aujourd'hui? Quelles pensées dois-je surveiller? Quelles petites actions me rapprochent du contrôle et lesquelles m'éloignent? Ne te trompe pas avec des réponses vagues, sois brutalement clair avec toi-même, car personne d'autre ne peut faire ce travail pour toi. La discipline mentale ne consiste pas à méditer comme un moine isolé du monde. Elle consiste à aiguiser ton caractère pour supporter le bruit, la pression et les épreuves de la journée. Entraîner l'esprit est comme renforcer un muscle. Chaque répétition, chaque pratique constante génère une résistance qui devient ensuite naturelle. Un jour, tu découvres que ce qui t'entraînait auparavant n'a plus de pouvoir sur toi, parce que ton esprit a appris à rester ferme. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, ne le cherche pas dans de grandes victoires extérieures. Commence à l'aube, lorsque personne ne te regarde, lorsque la première bataille est contre ta propre distraction et ta propre faiblesse. Si tu maîtrises cette bataille, tu seras prêt pour toutes les autres. L'esprit non entraîné est un ennemi interne. L'esprit entraîné est ton meilleur allié. C'est pourquoi chaque matin, décide. Veux-tu sortir dans le monde désarmé ou préfères-tu porter le bouclier invisible de la discipline stoïcienne? Celui qui choisit d'entraîner son esprit dès le début de la journée ne fait pas seulement face au chaos, il le transcende en le comprenant.
2. Déclare par écrit qui tu décides d'être. Un architecte ne construit pas un bâtiment sans plan. Un navigateur ne prend pas la mer sans carte. Un guerrier n'entre pas en combat sans stratégie. Pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque jour sans se déclarer qui ils sont ni quel chemin ils tracent. Ils dérivent, répondant à ce que l'environnement exige, se laissant emporter par des opinions, des émotions et des circonstances qu'ils n'ont jamais choisies. Si tu ne décides pas pour toi-même, quelqu'un d'autre décidera pour toi, et c'est la façon la plus subtile de perdre le contrôle de ta vie. Écrire qui tu décides d'être est comme forger un contrat avec ton esprit. Ce n'est pas une simple phrase motivante qui s'efface à la fin de la journée, c'est un acte d'engagement. Lorsque tu déclares sur papier ton identité choisie, tu donnes à ton esprit une direction claire et à ta volonté un guide qui évite de se disperser au milieu du bruit. Le stoïcisme enseigne que la vie ne se construit pas sur des désirs vagues, mais sur des actions guidées par des principes fermes. Et ces principes doivent être définis avec des mots qui ont un tranchant. Il ne suffit pas de dire « je veux être une meilleure personne », cela n'a pas de force. Écris avec précision « aujourd'hui, je décide d'être discipliné ». Aujourd'hui, je décide d'agir avec calme face à la provocation. Aujourd'hui, je décide de prioriser ma paix sur l'opinion des autres. Le déclarer te donne un point de départ qui soutient tes décisions pendant la journée. Imagine quelqu'un qui ne se définit jamais lui-même, qui ne sait pas quelle valeur le guide ni ce qu'il veut incarner. Il vit comme un acteur secondaire dans sa propre histoire, répétant des rôles que d'autres lui assignent. Maintenant, pense à celui qui écrit chaque matin une déclaration brève de qui il décide d'être. Il ne s'agit pas de remplir des pages interminables ni d'orner le papier de phrases grandiloquentes. Il s'agit d'une pratique brève mais puissante. Une ou deux phrases écrites à la main qui deviennent à la fois une encre et une épée. Encre parce qu'elle te soutient lorsque la journée essaie de t'entraîner, épée parce qu'elle coupe immédiatement toute tentation de trahir ce que tu as décidé d'être. Certains pensent que l'écriture est inutile, qu'il suffit de le penser. Mais l'esprit est traître, il se laisse facilement séduire par le chaos et la distraction. Ce qui est écrit ne se négocie pas aussi facilement, il reste devant toi comme témoin. À la fin de la journée, tu peux regarder ces mots et te demander si tu les as honorés ou trahis. Cet acte révèle aussi quelque chose de profond. Être qui tu décides d'être est une décision quotidienne, pas une déclaration éternelle. Ce n'est pas dire « je suis déjà fort » et s'en contenter, c'est décider aujourd'hui d'être fort et de le répéter demain. Le caractère se construit à travers la répétition constante, la cohérence entre ce que tu écris et ce que tu fais. Chaque jour où tu déclares par écrit ton identité choisie, tu sculptes ton caractère comme un sculpteur qui ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il révèle la figure complète. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, arrête de vivre avec des identités empruntées et commence à déclarer la tienne avec clarté. Peu importe si tu as échoué hier, peu importe si tu doutes demain, ce qui compte, c'est que tu écrives aujourd'hui qui tu décides d'être et que tu le défendes avec tes actions. Le papier ne ment pas, et quand tu l'utilises comme outil stoïcien, il devient un miroir impitoyable qui te montre si tu vis vraiment comme la personne que tu as dit être. Au final, la question est simple. Vas-tu laisser la journée décider qui tu es ou vas-tu le décider toi-même avant que le soleil ne se lève à l'aube? 3. Respire et reviens au présent chaque fois que ton esprit s'échappe. L'esprit ressemble à un chien agité qui, dès que tu lâches la laisse, court sans but dans des rues inconnues, poursuivant des ombres, des bruits et des fantômes. Si tu n'apprends pas à tenir cette laisse, ta journée entière devient une poursuite épuisante, toujours derrière des pensées que tu ne peux pas atteindre. C'est la réalité d'un esprit incontrôlé. Il vit entre des souvenirs qui n'existent plus et des préoccupations qui ne se sont pas encore produites, mais jamais dans le présent, qui est le seul terrain où tu peux agir avec clarté. Le présent est la seule réalité, mais l'esprit, capricieux et sauvage, s'obstine à le fuir.
Il te traîne vers ce que tu as mal fait, vers ce que tu n'as pas dit, vers ce que tu crains de perdre demain. Et chaque fuite a un coût. Tu perds de l'énergie, tu perds la paix, tu perds l'opportunité de décider avec sagesse. C'est pourquoi les stoïciens enseignaient que l'attention est la ressource la plus précieuse que nous avons. Maîtriser l'attention, c'est maîtriser la vie. Et l'outil le plus simple et puissant pour la ramener est la respiration. Respirer consciemment, c'est comme jeter une ancre au milieu d'une mer agitée. Une respiration profonde, une expiration lente, et tout à coup, tout s'arrête. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu es revenu à ton centre. La respiration n'est pas un acte mécanique, c'est un rappel que tu es vivant, que cet instant est à toi, et qu'aucun souvenir ni peur ne peut t'arracher à ce qui est maintenant devant toi, à moins que tu ne le permettes. Les stoïciens parlaient d'entraîner l'esprit comme un guerrier entraîne ses réflexes. Tu ne peux pas attendre la bataille pour apprendre à manier l'épée, tu dois t'entraîner tous les jours. De la même manière, tu ne peux pas attendre le chaos pour apprendre à rester présent. Tu dois entraîner ton esprit à revenir encore et encore au présent, jusqu'à ce que cela devienne une habitude aussi naturelle que respirer. Pense-y. Combien de fois par jour ton esprit s'échappe-t-il sans permission? Une conversation te rappelle une blessure du passé, un silence déclenche une peur de l'avenir, un commentaire d'autrui allume 1000 scénarios qui n'existent pas. Et à chaque évasion, tu perds le pouvoir de décider comment agir. La respiration consciente coupe cette chaîne. Dès que tu remarques que ton esprit court, tu t'arrêtes, tu inspires, tu expires, et avec ce geste tu affirmes « Je suis ici, c'est mon moment, c'est ici que je décide ». Il ne s'agit pas de se retirer du monde ou de vivre en isolement. Il s'agit de reprendre les rênes au milieu du bruit, au travail, à la maison, partout où la vie essaie de t'entraîner. Un instant de respiration consciente peut éviter une réaction impulsive, un commentaire destructeur, une décision prise par peur. Et bien que cela semble petit, cet instant définit le cours de ta journée. Le contrôle ne réside pas dans la suppression des pensées ou dans la prétention de ne pas ressentir. Le contrôle réside dans le fait de ne pas laisser ses pensées et ses émotions décider pour toi. La respiration devient ton pont de retour au présent, le seul endroit où tu as un véritable pouvoir. Un esprit qui apprend à revenir au présent n'est pas un esprit vide, c'est un esprit armé. Celui qui maîtrise sa respiration devient maître de lui-même. Et celui qui est maître de lui-même, peu importe où il se trouve ou ce qu'il affronte, sera toujours libre. Chaque fois que ton esprit s'échappe, souviens-toi, il suffit d'une respiration pour revenir à ta force inébranlable. 4. Garde un silence stratégique plutôt que de réagir impulsivement. Une étincelle dans la forêt peut sembler inoffensive, mais si tu y ajoutes des branches et du vent, elle se transforme en un incendie capable de tout dévorer. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions impulsives. Un mot mal dit, un geste chargé de colère ou une réponse que tu n'as pas pensée peut ruiner une relation, une opportunité ou même la paix que tu as tant coûté à construire. Le silence, en revanche, est comme l'eau qui éteint l'étincelle avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Garder un silence stratégique n'est pas se taire par peur, ni non plus résignation. C'est choisir avec froideur ce qui mérite une réponse et ce qui ne le mérite pas. C'est comprendre que toute provocation n'est pas digne de ta voix. Les gens ont tendance à confondre le silence avec la faiblesse, mais en réalité c'est le contraire. Il faut plus de force pour contenir sa langue que pour la laisser aller sans mesure. Le silence est puissant quand tu l'utilises avec intention, pas comme une fuite. Le stoïcisme enseigne que celui qui réagit à tout vit comme un esclave des autres. Si chaque commentaire, critique ou provocation te fait réagir, alors tu n'as pas le contrôle. Ta vie appartient à celui qui appuie sur tes boutons. Mais quand tu choisis de te taire, quand tu respires et décides de ne pas répondre immédiatement, tu montres que tu es maître de toi. Le silence te transforme en stratège de la bataille, tandis que les autres restent des soldats désordonnés, tirant sans réfléchir. Pense à un guerrier en pleine guerre. Il ne gaspille pas ses flèches à chaque bruit, il attend le moment exact pour lâcher son arc.
C'est ainsi que tu devrais utiliser tes mots. Parler seulement quand c'est nécessaire, quand ta voix a du poids, quand ta réponse est plus forte que n'importe quelle impulsion. Celui qui crie au milieu du chaos a tendance à perdre de l'autorité, mais celui qui garde le silence au bon moment inspire le respect, voire intimide, car il transmet une maîtrise que les autres ne comprennent pas. L'impulsion cherche toujours une gratification immédiate, mais elle ne donne presque jamais de bons résultats. Dire la première chose que tu ressens te donne un soulagement momentané, mais te vole la tranquillité par la suite. Le silence stratégique brise ce cycle. C'est l'espace où tu réfléchis, où tu observes l'autre et comprends que souvent il ne mérite pas un mot. Parce que le silence communique aussi, et ce que tu ne dis pas peut peser plus que n'importe quel argument. Garder le silence ne signifie pas accumuler du ressentiment. Cela signifie ne pas réagir comme un animal acculé et à la place, agir comme un penseur qui mesure ses pas. C'est un rappel que tu n'es pas obligé de répondre à tout ce que tu entends. Ton temps, ton énergie et ta paix sont trop précieux pour être gaspillés dans des disputes vaines. Pratiquer le silence stratégique, c'est établir des limites invisibles. C'est dire avec ton calme, jusqu'ici. Parce que le silence est aussi un mur qui protège ton territoire émotionnel, tandis que d'autres attendent ta réaction pour te manipuler ou t'utiliser dans leur jeu. Ta décision de te taire leur montre qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, respire, observe et choisis de te taire. Regarde comment l'autre s'agite en ne recevant pas ce qu'il attendait. Cet instant est ta victoire. Parce que ce que tu ne dis pas ne protège pas seulement ta paix, cela révèle aussi ta force. Le silence, lorsqu'il est né de la stratégie, n'est pas vide. C'est la voix de celui qui se respecte assez pour ne pas se gaspiller dans des batailles inutiles. Et à la fin, celui qui sait se taire avec intention finit toujours par en dire plus que les autres. 5. Choisis avec précision qui entre dans ta vie. Ta vie est comme une forteresse. Chaque porte que tu ouvres et chaque personne que tu laisses entrer influence la qualité de ta paix, la force de tes pensées et la direction de ton chemin. Si tu permets à n'importe qui de franchir tes murailles, tu découvriras bientôt que ton refuge devient un champ de bruit, de conflits et de distractions. Choisir qui entre dans ta vie n'est pas un acte d'arrogance, c'est un acte de survie. Les relations que tu entretiens sont comme des graines. Certaines te nourrissent, fleurissent et donnent de l'ombre pendant les jours les plus chauds. D'autres, en revanche, sont des mauvaises herbes qui consomment tes ressources et étouffent ta croissance. Le problème est que beaucoup de gens permettent à ces mauvaises herbes de se propager parce qu'ils confondent la compagnie avec la valeur, parce qu'ils ont peur d'être seuls ou parce qu'ils ne veulent pas sembler égoïstes en posant des limites. Mais le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans le soin de ton terrain intérieur, même si cela implique de fermer fermement des portes. Toutes les personnes ne méritent pas ton temps, ta confiance ou ton énergie. Il y en a qui entrent juste pour user, pour semer le doute, pour te distraire de l'essentiel. Et si tu n'es pas conscient, tu finiras par porter des batailles qui n'ont jamais été les tiennes. Choisir avec précision qui entre dans ta vie signifie comprendre que ta paix n'est pas à vendre et que ton cercle définit la qualité de ta pensée. Imagine un général qui sélectionne son armée. Il ne recrute pas n'importe qui dans la rue. Il choisit soigneusement ceux qui ont de la discipline, de la loyauté et une capacité de résistance. Tu devrais appliquer le même critère à ton cercle proche. Celui qui entre dans ta vie influence ta vision du monde, ta façon de parler, tes décisions quotidiennes. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers la clarté, pas de ceux qui t'entraînent dans le bruit. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous devons évaluer le caractère des gens, pas les apparences ni les belles paroles. Observe comment quelqu'un agit quand il n'obtient pas ce qu'il veut, observe comment il réagit face à l'adversité, comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui donner en retour. Ces signaux sont beaucoup plus précieux que n'importe quel discours. La précision dans le choix ne se base pas sur des émotions passagères, mais sur des faits qui révèlent le véritable caractère.
Quelqu'un pourrait dire que fermer des portes est froid ou distant. Mais la vérité est que garder tout le monde prêt sans filtre est une forme d'abandon personnel. Cela signifie aussi être conscient que même ceux qui t'accompagnent peuvent arriver avec des leçons, certaines douloureuses, d'autres aimables. Tous ne sont pas destinés à rester, et tous ne devraient pas le faire. Certains arrivent pour te montrer ce que tu as besoin de guérir, d'autres pour te pousser à grandir, et certains simplement pour t'apprendre à lâcher prise. Accepter cette vérité est libérateur, car tu ne t'accroches plus par habitude, tu choisis avec intention. La prochaine fois que quelqu'un essaie d'entrer dans ta vie, demande-toi, cette personne ajoute-t-elle ou soustrait-elle? Apporte-t-elle la paix ou apporte-t-elle le chaos? M'encourage-t-elle ou me retient-elle? Tes réponses seront la clé de cette porte, parce que chaque fois que tu laisses entrer quelqu'un, tu invites une influence qui peut transformer ta vie en bien ou en mal. Et à la fin, la responsabilité de ce choix sera toujours la tienne. Choisis avec précision. Ta vie est ta forteresse, ton cercle est ton armée, et ta paix est ton plus grand trésor. Protège-les avec la même discipline qu'un stoïcien protège son esprit, parce que ce que tu laisses entrer détermine ce qui reste en toi. 6. Défends ton territoire émotionnel avec des limites fermes. Un royaume sans mur est une proie facile pour n'importe quel envahisseur. Peu importe combien d'or il contient, si n'importe qui peut entrer et le piller, tôt ou tard, il sera en ruine. C'est ainsi que fonctionne ta vie émotionnelle lorsque tu ne sais pas poser des limites. Tu permets aux autres de décharger sur toi leurs frustrations, leurs manipulations et leurs exigences. Et peu à peu, ta paix devient un terrain dévasté. Définir des limites fermes n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour survivre avec dignité dans un monde qui essaiera toujours de réclamer ton énergie. Le territoire émotionnel est sacré parce que c'est là que réside ton esprit, tes valeurs et ta capacité à maintenir la clarté. Lorsque tu le négliges, les opinions extérieures, les chantages émotionnels et les demandes constantes occupent l'espace qui devrait être réservé à ta croissance. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres font, mais nous pouvons contrôler ce que nous permettons de nous affecter. Et une grande partie de ce contrôle réside dans la capacité de dire non avec fermeté. Non aux abus déguisés en affection, non aux engagements qui épuisent, non aux personnes qui confondent ta bonté avec une disponibilité infinie. Chaque non que tu dis est un oui à ta paix, à ton énergie et à ta valeur personnelle. Beaucoup craignent de poser des limites parce qu'ils pensent qu'ils seront perçus comme égoïstes ou froids. Mais la vérité est que ne pas les poser est une forme de trahison envers toi-même. Si tu ne protèges pas ton territoire émotionnel, personne d'autre ne le fera. Et chaque fois que tu cèdes là où tu ne voulais pas, chaque fois que tu acceptes ce qui te dérange, tu enseignes au monde que ta vie est ouverte à être utilisée. Le respect ne se demande pas, il s'établit avec la clarté de tes limites. Imagine que quelqu'un entre chez toi et décide de déplacer tes meubles, d'ouvrir ton réfrigérateur et de prendre ce qu'il veut sans demander la permission. Le permettrais-tu? Sûrement pas. Mais combien de fois laisses-tu les autres entrer dans ton monde intérieur et perturber ta paix sans aucun droit? Ton esprit et ton cœur sont ta maison la plus importante, et la défendre est un acte de responsabilité. Une limite ferme ne s'exprime pas toujours avec des mots durs, elle se communique souvent par des actions. Le silence qui ne répond pas aux provocations, la distance que tu prends d'une relation nuisible, le temps que tu réserves pour toi-même, même si d'autres l'appellent caprice. Ce sont des gestes qui disent clairement « c'est mon espace et je ne vais pas permettre que tu l'envahisses ». Les stoïciens parlaient de la tempérance comme vertu, et une partie de cette tempérance est de ne pas permettre aux autres de t'entraîner dans leur chaos. Lorsque tu as des limites fermes, tu choisis où et comment utiliser ton énergie. Tu deviens sélectif avec tes batailles, prudent avec tes mots et protecteur de ton centre. Tu n'as pas besoin de justifier chaque décision, ni d'expliquer pourquoi tu choisis ta paix. Une véritable limite ne se négocie pas, elle se respecte. Défendre ton territoire émotionnel
c'est comprendre que ton bien-être est le terrain sur lequel tout le reste est construit. Si ce terrain est envahi, rien ne fleurit. Mais si tu le protèges, ton esprit se renforce, tes émotions se stabilisent et tes décisions deviennent plus claires. Pose des limites, même si ta voix tremble, même si d'autres sont mal à l'aise. Parce qu'à la fin, celui qui ne défend pas son territoire émotionnel finit par vivre selon les règles des autres. Et personne qui cherche à reprendre le contrôle de sa vie ne peut se le permettre. 7. Brisez immédiatement les habitudes et les pensées qui vous sabotent. Un bateau peut être imposant, avec des voiles solides et du bois résistant, mais il suffit d'une petite fuite dans la coque pour le couler lentement sans que le capitaine ne s'en rende compte. C'est ainsi que fonctionnent les habitudes et les pensées qui vous sabotent. Elles ne se présentent pas comme des ennemis déclarés, mais comme des fissures silencieuses qui drainent votre force jour après jour. Et si vous ne les fermez pas à temps, aussi fort que vous vouliez avancer, vous finirez par couler sur place, vous demandant pourquoi vous ne parvenez jamais à avancer. Le sabotage interne n'apparaît pas soudainement, il se déguise en routine. Cette pensée qui vous répète que vous n'êtes pas assez bon, cette habitude de procrastiner ce qui est important, cette voix qui justifie toujours votre manque d'action. Au début, ils semblent être de petits détails, mais ensemble, ils construisent une prison invisible. Le stoïcisme enseigne que l'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans les idées que vous acceptez sans les remettre en question et dans les habitudes que vous répétez même si vous savez qu'elles vous détruisent. Rompre avec eux n'est pas un acte doux, c'est une coupure radicale. Vous ne pouvez pas négocier avec ce qui vous sabote, car plus vous lui donnez de temps, plus il s'installe profondément. Si vous savez que quelque chose vous affaiblit, éliminez-le à la racine. Si vous identifiez une pensée qui vous entraîne constamment dans la culpabilité ou la peur, arrêtez-la à l'instant où elle apparaît. Ne la nourrissez pas avec des arguments, ne la déguisez pas avec des excuses. L'action immédiate est le seul moyen de désarmer ce qui vous sabote. Imaginez un guerrier qui découvre un espion dans son camp. Il ne l'invite pas à rester pour l'observer un peu plus, il ne le tolère pas en espérant qu'il change. Il l'expulse immédiatement parce qu'il comprend le risque de permettre sa présence. Vous devriez traiter de la même manière ses habitudes et ses pensées. Le sabotage ne se étudie pas, il se coupe. Le temps que vous perdez à justifier ce qui vous fait du mal est le temps que vous pourriez utiliser pour construire ce qui vous renforce. Beaucoup tombent dans le piège d'attendre le moment parfait pour changer. Ils pensent qu'ils pourront abandonner une habitude nuisible quand ils seront prêts ou qu'ils pourront faire taire les voix internes négatives quand ils se sentiront forts. Mais la vérité est qu'il n'y aura jamais un moment confortable pour le faire. Le véritable changement naît toujours dans l'inconfort. Et si vous le reportez, vous ne faites que renforcer la chaîne. Le stoïcisme insiste sur le fait que l'action est le remède à l'autosabotage. Ne pensez pas trop, agissez. Rompre une habitude qui vous détruit signifie également la remplacer par une qui vous construit. Il ne suffit pas d'éliminer, vous devez occuper cet espace avec quelque chose qui vous renforce. Si vous laissez un vide, l'ancien modèle reviendra avec plus de force. Chaque fois que vous éliminez une pensée qui vous coule, remplacez-la par une affirmation de pouvoir. Chaque fois que vous coupez une habitude inutile, installez-en une qui vous rapproche de votre objectif. C'est ainsi que vous transformez votre vie de manière solide. L'autosabotage se nourrit du silence, du temps que vous lui accordez, du doute que vous ne confrontez pas. C'est pourquoi la seule stratégie efficace est l'action immédiate et consciente. Demandez-vous avec sévérité, qu'est-ce que je permets de me saboter aujourd'hui ? Identifiez-le et coupez-le sans hésitation. Parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera. Votre vie ne se perd pas à cause d'une grande erreur. Elle se perd à cause de petites habitudes et pensées qui vous volent chaque jour sans que vous vous en rendiez compte. Rompre avec eux est un acte de courage qui vous redonne le contrôle. Et lorsque vous décidez de ne plus tolérer ce qui vous détruit, vous commencez à construire un terrain fertile où rien ne peut vous couler. Celui qui brise ses chaînes internes devient quelqu'un que personne ne peut arrêter.
8. Ose même si tout tremble. Un pont suspendu ne démontre pas sa force lorsqu'il est immobile, mais lorsque le vent le secoue violemment. Chaque grincement semble annoncer qu'il va se briser, mais c'est précisément dans ce tremblement qu'il révèle sa résistance. C'est ainsi que fonctionne le courage. Il ne se ressent pas comme une sécurité absolue, mais comme une fragilité qui avance malgré la peur. Croire qu'être courageux signifie ne pas ressentir de peur est une tromperie. Le véritable courage est de marcher lorsque les jambes tremblent, de parler lorsque la voix se brise et de faire le pas même si le sol semble instable. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas attendre que tout soit parfait pour agir, car ce jour n'arrivera jamais. La peur sera toujours présente, déguisée en excuses, en prudence excessive ou en cette voix qui murmure que tu n'es pas encore prêt. Mais chaque minute que tu attends le moment parfait est une minute que tu offres à l'inertie. Le courage ne se construit pas dans le confort, il se forge dans l'inconfort, dans la décision d'avancer, même si tu n'as pas toutes les certitudes en main. Ose même si ton cœur tremble, car chaque acte de courage ouvre un chemin qui n'existait pas auparavant. Il ne s'agit pas de te jeter dans le vide sans réfléchir, mais de comprendre qu'il n'y aura jamais absence de risque. Si tu veux grandir, tu dois accepter que tu trembleras. Ce tremblement est le signe que tu sors de la zone où tu as toujours été prisonnier. Celui qui cherche la certitude avant d'agir finit par vivre dans une cellule décorée d'illusions de sécurité. La peur exagère les scénarios, peint des échecs catastrophiques et projette des douleurs qui n'existent pas encore. Mais 90% de ces visions ne se réalisent jamais. Ce qui se réalise, c'est le coup de rester immobile. La frustration, le regret, le sentiment d'être vivant sans avoir vraiment vécu. Oser, c'est risquer le confort pour conquérir un but, et c'est un pari qui vaut toujours plus que la sécurité stérile de ce qui est connu. Imagine quelqu'un qui veut traverser une rivière, mais qui reste éternellement sur la rive en attendant que l'eau cesse de bouger. Cette attente est inutile, car la rivière sera toujours en mouvement. La vie est la même, il y aura toujours de l'incertitude, toujours du risque. Le pont dont tu as besoin se construit pendant que tu marches, pas avant. Si tu ne fais pas le premier pas, tu ne verras jamais comment tes propres actions forment le chemin. Les stoïciens comprenaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la maîtrise de celle-ci. Marc Aurèle disait que la difficulté est la matière première de la grandeur. Chaque fois que tu affrontes ce qui te secoue, ton caractère se renforce. Chaque action que tu entreprends malgré la peur devient une brique de plus dans la construction d'un esprit inébranlable. Ose même si tout tremble, car le tremblement est la preuve que tu es au seuil de ta croissance. N'attends pas de te sentir en sécurité, agis et la sécurité viendra en conséquence. C'est la paradoxe du courage. La confiance ne précède pas l'acte, elle se construit après avoir fait le pas. Et plus tu pratiques le courage, plus la peur qui semblait auparavant un géant deviendra petite. Choisis de trembler et d'avancer malgré tout, parce que celui qui ose au milieu du tremblement découvre que la peur n'était pas un mur, mais une porte déguisée. Une porte qui ne s'ouvre que lorsque tu la pousses avec détermination. Ose même si tout tremble, car dans cet acte de courage se cache la liberté que tu as toujours cherchée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez